Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours avec Erwan Castel et Alain Benajam. Erwan qui sera avec nous dans quelques instants, le temps de faire les réglages. Et alors, tu vois, on est attaqué par les insectes là depuis Oui, tout à on a l'heure. attaqué. Oui, on a une arme fatale. C'est pas contre les Ukrainiens, là, c'est contre les moustiques. Bien s'ils sont pas bleus et jaunes, les insectes. Oui, oui, ils viennent de Fukushima. Euh, Alors, bah justement, Erwan, t'es avec nous. Il y a une question aussi que je voulais te Il est poser. là, Erwan, ou Oui, pas? il est là, il nous Ah, entend. d'accord. Ah bon. Il y a une question que je voulais te poser. On a ici eu beaucoup, comment dire, eu d'informations sur la présence d'armées privées, en particulier les fameux académies ex-Blackwater, qui seraient part intégrante dans le conflit, qui participeraient au conflit. Qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus? Alors, les étrangers, en fait, qui Voilà, les sont, mercenaires privés étrangers, quoi, si on peut dire. ouais, il faut distinguer plusieurs catégories. Dans un premier temps, on a les conseillers politiques, Ouais. militaires, qui sont du côté de Kiev. Donc là, ce sont des gens qui appartiennent aux forces de sécurité américaines et qui font partie, je dirais, du package diplomatique de soutien au gouvernement de Kiev. Donc on sait pertinemment que le SBU, par exemple, ukrainien, est actuellement dans son troisième étage, entièrement occupé par des conseillers de la CIA, du NSA, bref, des Américains qui viennent un peu leur apprendre comment fonctionner, hein, s'ils ne savaient pas le faire. Ensuite, on a des étrangers qui viennent encadrer l'instruction de l'armée ukrainienne. Donc on commence déjà à descendre vers le niveau militaire. Donc là, on sait qu'il y a des Américains, des Polonais, des Lituaniens, des Géorgiens. Il y aurait un ou deux Français. Alors ils sont généralement issus des forces spéciales, de régiments particuliers. Ce sont des russophones qui ont des spécialités et qui viennent en gros faire les instructeurs militaires pour les recrues de l'armée ukrainienne. Ensuite, on a des étrangers qui viennent, mais sous couvert de sociétés privées. Donc c'est un peu facile comme solution. Les Américains ont testé ça pas mal d'années. Ils l'ont vraiment mis en œuvre en Irak, par exemple. Donc on sait très bien, on a le nom Blackwater revient sur toutes les lèvres, même si cette société officiellement n'existe plus. Donc en fait, ce sont des gens, qui sont-ils? Alors certains sont des civils, d'anciens militaires, qui veulent reprendre une arme, toucher un gros salaire et continuer un métier correspondant à leurs compétences acquises pendant leur période militaire. Mais on peut aussi avoir des gens, et ça on en a des preuves maintenant, qui sont en situation de disponibilité. Donc ce sont des cadres, généralement, sous-officiers, voire officiers de forces spéciales, de militaires, qui à un moment donné sont mis en disponibilité pendant un an, voire plus, intègrent une société privée, donc pour eux c'est que du bonheur, hein, parce qu'ils touchent un salaire largement supérieur à celui que leur octroie le ministère de la Défense actuellement. Ils ont en plus souvent un équipement qui est meilleur. Et lorsqu'ils quittent cette société privée, ils peuvent réintégrer donc leur unité initiale en ayant le bénéfice de l'ancienneté. Donc leur bénéfice d'ancienneté continue à courir, ils vont dans une société privée et ils reviennent. Sachant que ces sociétés privées comme Académie, par exemple, sont dirigées par d'anciens cadres de la CIA, donc on sait très bien quel nom de privé, que le nom finalement et le statut, et qu'elle reste sous contrôle du gouvernement et des services américains en fait. Mais qui les rémunère, ces gens-là? Qui paye cette armée privée? C'est le fonds, les Congrès, ils ont un fonds mais monstrueux, hein, parce que combien ça représente, c'est plus de 100 millions de dollars qui est destiné justement à subvenir. C'est une espèce de caisse noire officielle, hein, avec dont comment dire, l'usage n'est pas prédéfini. Voilà. Il y a un fonds de roulement qui est une espèce de réserve justement destinée à pourvoir les actions diverses et multiples. Alors c'est dans le domaine des ONG pour les
les fameuses révolutions colorées. Hein. Il suffit de voir les aides qui ont été données. Alors, c'est des fois des groupes de 30, 40, 50 personnes, hein, comme comment il s'appelle, Nemtsov, là, celui qui est mort à Moscou. Ouais. Il était à la tête d'une ONG qui représentait une poignée de personnes, mais qui touchait chaque année, je ne sais plus l'enveloppe qui touchait de la part du département américain, c'était monstrueux, quoi. Donc tout ça, ce sont des enveloppes destinées à déstabiliser des pays, et il y a également des enveloppes destinées justement à fournir officiellement assistance et moyens à des sociétés privées. Sauf que dans l'assistance et les moyens, on a des salaires des contracteurs, comme on les appelle, des contracteurs. Et enfin, je dirais quand même, je tiens à préciser que les derniers étrangers qu'on peut voir au service de Kiev, ce sont des étrangers qui interviennent officiellement sous couvert de l'OSCE. Puisque l'OSCE, il est temps qu'on en parle, hein, c'est une organisation soi-disant pour la sécurité et la coopération en Europe, ouais. Et qui en fait s'avère une bande de collaborateurs éhontés. Lorsqu'il y a un bombardement de l'armée ukrainienne, ils ne sont jamais présents. Ou quand ils sont présents, ils ne désignent pas le coupable du bombardement. Systématiquement, ils font du freinage pour que les crimes de Kiev soient le moins possible de dénoncer. On se demande vraiment ce qu'ils font ici. Et moi, je les soupçonne même de donner du renseignement à l'armée de Kiev. Ils profitent en fait de leur mission d'observation au sein du Donbass, puisqu'ils visitent les lignes de front, ils sont sur tous les endroits un peu sensibles tenus par les forces républicaines, et je ne serais pas surpris de voir dans leur rapport quelques éléments précis, en fait, révélant les positions des états-majors, éventuellement des unités particulières défendant les postes, etc. Bon, il y a des questions ? Oui, il y a des questions. On demande, est-ce que vous craignez des représailles de la part de l'État français pour vous et enfin, tu sais, avec les autres membres, dans le cas d'un éventuel retour en France. Est-ce que votre action dans le Donbass ne va pas être assimilée à du terrorisme ou c'est une aide, je ne sais pas exactement si tu peux avoir des problèmes par rapport à ça. Juste un mot, parce que je viens d'appeler mon avocat aujourd'hui, parce qu'il y a Yannick qui va débarquer, et il m'a dit que non, parce que ils peuvent pas être assimilés à un terroriste, à un mercenaire, vu que le mercenariat présuppose un paiement important, et que ils sont pas assimilables à des terroristes parce que ils ont combattu dans le Donbass, qui n'est pas reconnu et qui n'est pas reconnu comme étant une organisation terroriste. Tout ce que Yannick, lui, il va essayer les plâtres, va craindre, c'est de passer 2 heures ou peut-être une journée à la DGSI en débriefing. Ouais, voilà. Sinon, il risque rien. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, moi je suis de cet avis également. C'est-à-dire en plus, il faudrait qu'il y ait un accord entre le ministère de la Justice français et le ministère de la Justice ukrainien. Oui. Tant qu'il n'y a pas un accord bilatéral entre l'Ukraine et la France, qui donnerait autorité à l'Ukraine de porter plainte contre les Français repérés dans le Donbass, on n'a pas à craindre quoi que ce soit. Par ailleurs, notre action ne nuit pas aux intérêts de la République française. On ne porte pas atteinte aux intérêts de la République française. Par contre, il ne faut pas se leurrer, on ne va pas être accueilli avec la fanfare du ministère. Je pense que les autorités françaises vont se faire un malin plaisir à tout emmerder. Le contrôle fiscal, l'épluchage de comptes, patati et patata. Ça, il ne faut pas se leurrer. Celui qui rentre du Donbass, s'il a un défaut de paiement, s'il se trompe de 3 centimes sur la déclaration d'impôt, je pense qu'il ne va pas être loupé. Alors, il y a beaucoup de gens qui demandent, est-ce que tu es payé pour faire, on va dire, ton activité ? Est-ce que tu perçois un salaire ? Parce que ça, c'est vraiment ce que tout le monde me demande. Dans le cadre de la régularisation de l'armée de Novorossia, donc de l'armée de la République de Donetsk, il est prévu que je sois salarié.
D'accord. De combien, dis-le, parce que c'est pas grand-chose. 8 grivna. Donc, sachant que 8 grivna, ça fait 300 euros. Ah, d'accord. Voilà. On est loin des salaires de Blackwater annoncés. C'est loin d'être un mercenaire. Je ne sais pas s'ils sont plus près de 10 000 $ que de 300 euros. Ouais, voilà, eux touchent plutôt 10 000 $. Ils ne prennent pas les mêmes risques. On me dit, est-ce que tu as des informations sur le crash du vol MH17, le fameux avion de la Malaysian Airways qui s'est... Moi, j'ai pas d'informations personnelles de terrain, parce que je suis arrivé bien après cette aventure qui, si mes souvenirs sont bons, a eu lieu le 17 juillet 2014. Oui. Ce qui est sûr, c'est que dans cette affaire, ce ne sont pas les gens de la République de Donetsk et que vraisemblablement c'est un avion de combat qui a tiré sur le Boeing. Alors, est-ce que après, bon, il faut savoir ce dont on est sûr par rapport aux investigations, d'après mes renseignements recueillis à droite et à gauche sur les rapports notamment, c'est qu'il a été abattu par un missile RR. Et que, après, tout est de savoir, est-ce que c'était une erreur de tir? Est-ce que c'était intentionnel? Est-ce que c'était sur ordre? Est-ce que c'était une initiative du pilote? Après, tout ça, ça reste à déterminer. Ce qui est sûr, c'est que les moyens de la République à l'époque étaient complètement insuffisants pour permettre un tel tir à une altitude de 10 000 mètres. D'accord. Donc, probablement, voilà, un espèce d'attentat sous faux drapeau. Ça peut être ça, hein, on peut imaginer à l'époque. Initié pour faire quoi? Pour faire rentrer la Russie en guerre? Parce que c'est quoi ça? C'est pour accuser la Russie? Non, c'est pas pour faire rentrer la Russie en guerre, c'est que pour faire rentrer les États-Unis en guerre contre la Russie. Ouais. Alors, toujours, c'est comme les accords de Minsk. Imaginez, il faut resituer la situation militaire de l'époque. Le 17 juillet 2014, on est avec un corps blindé ukrainien très important, plus de 4000 hommes, qui est complètement encerclé dans la zone sud au niveau des frontières avec la Russie. Et ils sont en train de dérouiller grave, ils sont en train d'abandonner tous leurs véhicules, tout leur matériel, d'ailleurs plus de la moitié des chars, des blindés et d'artillerie que les républiques ont aujourd'hui proviennent justement de cette mésaventure, de cette bévue militaire des chaudrons sud, de juillet et août 2014. Donc là, l'armée ukrainienne connaît son premier énorme revers. Après, il y aura Ilyovals, puis après, bien sûr, des Balchevo plus récemment. Donc on peut imaginer effectivement que cette opération visait à créer un clash sur le plan diplomatique qui aurait, en toute logique, provoqué une intervention au pire de l'armée de l'OTAN, au mieux de forces d'interposition permettant en fait de sauver ce corps blindé sud. La vie de 300 passagers civils d'un vol malaisien ne pèse pas grand-chose par rapport à un corps blindé qui représente à l'époque plus de la moitié des effectifs de l'armée ukrainienne. Donc j'entends des effectifs engagés dans l'opération spéciale. Donc on peut imaginer effectivement cette hypothèse. Oui, donc il y avait vraiment, voilà. En fait, à chaque fois, on a l'impression que quand l'armée se retrouve dans une position délicate, ils tentent de négocier, en fait. C'est là qu'ils cherchent une négociation. Ils cherchent une issue, parce que, bon, si ça avait continué, bon, s'il n'y avait pas eu Minsk 1, ils étaient balayés, Minsk 2, c'est pareil. Mais pourquoi la Russie, elle joue ce jeu des accords de Minsk, plutôt que laisser, on va dire justement, Novorossiya arriver à la victoire? C'est pourquoi la Russie ne joue-t-elle pas le jeu de Novorossiya à fond? La Russie ne joue pas le jeu de Novorossiya parce que la Russie aimerait que l'ensemble de l'Ukraine soit neutralisé et ne serve pas de base pour les États-Unis. Je dis bien l'ensemble de l'Ukraine. Et que pour que cet ensemble de l'Ukraine puisse être conservé neutre ou allié à la Russie, il est absolument nécessaire que le Donbass reste dans l'Ukraine. Tu vois ? Il est nécessaire que le Donbass reste dans l'Ukraine. Donc la Russie ne sera jamais pour une séparation du Donbass. Bien sûr. Parce que s'il y a une séparation du Donbass, il va y avoir un statu quo. Voilà. Et l'Ukraine
c'est-à-dire toute la région de Kiev, tout le reste de l'Ukraine, va tomber définitivement dans l'OTAN. Voilà. Donc on va se retrouver avec des bases américaines aux portes de la Russie. Tant que le Donbass restera un foyer brûlant, ça sera une épine dans le pied du gouvernement de Kiev. Et avec cette épine, en fait, la gangrène va gagner le gouvernement de Crète, oui, jeu de mots, hein, révélateur, lapsus lingué révélateur, et donc cette gangrène va faire ce gouvernement qui est un gouvernement fantoche. Je veux dire, Poroshenko, il n'a absolument aucun pouvoir. Je me demande s'il ne téléphone pas à Obama pour savoir de quelle couleur va être le papier toilette dans son bureau. Je veux dire, c'est un type qui n'a aucun pouvoir aujourd'hui. Et ce sont les Américains qui dirigent Kiev. C'est une marionnette, Poroshenko. Complètement. Mais la preuve, c'est que même pendant le Maïdan, alors que c'est assez invraisemblable qu'on accuse la Russie d'interventionnisme, alors qu'il suffit de regarder la chronologie du Maïdan. Au moment du Maïdan, on voit arriver McCain, on voit arriver Ashton, on voit arriver les Américains, on voit arriver le patron de la CIA, excusez-moi, j'ai oublié son nom, il arrive à Kiev, et le lendemain, l'opération spéciale est déclenchée. Systématiquement, quand les ministres des Affaires étrangères réussissent à négocier avec Yanukovych pour qu'il ouvre son gouvernement aux manifestants et que soient rejouées des élections présidentielles, le lendemain de cette décision, on voit arriver Ashton qui négocie avec l'opposition de durcir sa manifestation, et après on a les tireurs du Maïdan qui tuent plus de 90 personnes. Donc systématiquement, au moment où il y a des négociations qui sont mises en œuvre, on voit les Américains intervenir pour radicaliser les événements. Et aujourd'hui, on y a encore eu une visite de McCain. Faut savoir que le Congrès américain a voté l'autorisation pour les États-Unis de livrer des armes à l'Ukraine. Ça a été fait pour un budget de 300 millions de dollars, si ma mémoire est exacte, et ça va être mis en œuvre dès le budget 2015. Le lendemain de ce vote du Congrès, qui a été approuvé par la Maison-Blanche, le lendemain de cette approbation par la Maison-Blanche, qui est-ce qu'on voit arriver à même pas 100 km de la ligne de front? Monsieur McCain. Alors s'il y a des gens qui doutent encore que c'est les États-Unis qui pilotent et qui gouvernent en Ukraine, n'ont qu'à simplement regarder les déplacements des députés, des sénateurs chargés du ministère de la Défense ou des grands et hauts dignitaires de la sécurité américaine. Et systématiquement, ils sont en Ukraine au moment des décisions importantes. Ok. C'est eux qui... Oui, on me demande comment expliquez-vous l'engouement de certains étrangers par rapport aux milices fascistes ukrainiennes comme le régiment Azov? Parce que c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait, paraît-il, des Lituaniens, des Polonais, etc., qui se battaient dans les rangs du régiment d'Azov. Oui, eux, ils surfent sur un anticommunisme viscéral, qui est un fait historique, qu'on peut expliquer, qu'on peut justifier. En tout cas, c'est une réalité. Il y a un anticommunisme viscéral, et aussi il y a des foyers du nazisme qui ont perduré dans ces pays-là. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous parlez à l'instant de la Lituanie, de l'Estonie. On a un mouvement qui s'appelle les Frères de la Forêt. Les Frères de la Forêt, c'est une résistance qui a lutté dans les forêts lituaniennes et estoniennes jusque dans les années 1960. Ces résistants au communisme étaient issus pour la plupart, en majorité, de divisions de Waffen-SS locales, qui s'étaient échappés en fait, des Festung de la mer Baltique, qui avaient rejoint des forêts et qui avaient constitué des noyaux de résistance face au communisme. D'ailleurs, le KGB avait, je crois, 2 ou 3 divisions qui ont lutté contre ces foyers de résistance, qui étaient à la fin pas très importants au niveau de leurs actions, mais qui étaient toujours présents. Petite anecdote, la CIA, au moment de la guerre froide, préparant au même titre que le reste des forces de l'OTAN, préparant le matin du grand soir contre l'Union soviétique, s'était intéressé à ces foyers nazis. Bien, figurez-vous que ces divisions de Waffen-SS estoniennes il y avait eu un retrait
une modification des conclusions de Nuremberg qui jugeait les divisions de Waffen-SS, et quelques années après la fin de la guerre, on avait dit, sauf les divisions estoniennes, lituaniennes, etc. Et il était même prévu que la CIA les pourvoie en armement, justement pour entretenir cette résistance anticommuniste. Dans la région de Lvov, c'est exactement pareil. On a eu des divisions SS qui étaient des divisions, d'ailleurs, petite anecdote, les divisions SS Galicia ukrainiennes n'ont jamais touché une seule croix de fer pendant leur service pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que ce n'étaient pas des soldats qui combattaient sur le front, c'était des divisions de basse police qui étaient chargées des répressions et des pogroms à l'arrière du front. Donc en fait, l'armée allemande ne donnait pas de décoration pour ce genre d'opération de police. Ils étaient même extrêmement méprisés par l'armée allemande parce que ils commettaient des horreurs terribles, à tel point que les horreurs qu'ils ont commises sont restées classifiées en URSS. Ils n'ont pas voulu les révéler de peur que les Ukrainiens soient horrifiés par ça, quoi. Donc ils ont été toujours beaucoup plus violents que les nazis et ils ont terrorisé cette région. D'accord. Donc même que lorsqu'on attribue souvent la brutalité, on pourrait dire, de l'armée allemande, peut-être bien que ce sont ces unités-là qui en Ukraine. D'abord, ils ont fait la Shoah par balle. Ah oui, c'est eux. Ah oui, voilà, la fameuse, on alignait les gens. Par balle, c'est-à-dire que de tuer les juifs, parce que. Par une balle, voilà, donc tu as le Yiddishland qui part de Lituanie jusqu'en Ukraine, d'où sont originaires mes grands-parents, ils étaient lituaniens, et donc, évidemment, il y avait un antisémitisme forcené de ces gens-là, que ce soit en Lituanie, en Ukraine, et les SS estoniens avaient la particularité d'être des gardiens des camps de concentration. Tu vois. Donc, ils n'ont pas combattu, ils étaient complètement dans les forces répressives. Ils étaient pour la répression. Alors, pour revenir à Azov, il y a donc d'une part cette tradition un peu, je dirais, de survivance du nazisme et anticommunisme, une espèce de mix qui fait qu'effectivement on a pas mal de gens estoniens, etc. Et il y a aussi autre chose. Là, j'évoquerai peut-être le mouvement nationaliste en Occident, qui existe, voilà, il reste marginal, mais il est quand même présent. Et cette crise ukrainienne a littéralement fait exploser le mouvement nationaliste, c'est-à-dire que le mouvement nationaliste, on n'est pas là pour en parler, le critiquer ou autre chose. C'est un mouvement qui existe, c'est une tendance politique qui existe, et qui utilise, ou en tout cas qui se prétend la gardienne, ou le gardien, pardon, le mouvement, le gardien de certaines valeurs. Et ces valeurs, forcément, sont associées à des symboles, comme toutes les valeurs. Or, il se trouve que les symboles, ce sont des symboles païens, celtiques, donc on va retrouver la roue solaire, on va retrouver des runes de combat, etc. Lesquelles, d'ailleurs, ont été utilisées par certains bataillons et régiments allemands. Donc, il y a une attirance également superficielle de certains nationalistes européens qui s'imaginent, tout simplement parce que les gammes agitent les mêmes symboles, donc ce sont des frères d'armes, des frères de combat, et on a pas mal de nationalistes qui sont précipités dans les rangs d'Azov, s'imaginant, je sais pas moi, reproduire une espèce de défense de l'Europe face aux hordes bolcheviques, un peu selon les images de propagande qui circulaient pendant la guerre. Donc on a là on peut parler de nostalgique. Là, je pense qu'on peut, autant on parlait de nostalgique tout à l'heure communiste, il y en a, je pense qu'il y en a des nostalgiques de l'époque communiste, voire même stalinienne, mais on peut aussi, parlant d'Azov, parler de nostalgique de l'époque de la Grande Europe, telle qu'elle était un peu définie par le Troisième Reich. Et donc on peut avoir des nationalistes qui s'en vont dans les bataillons Azov, s'imaginant recréer une croisade. Oui, mais Erwan, ces nationalistes, on en retrouve du côté républicain. Mais complètement. Alors là, justement, je fais la différence entre le nationalisme... On voit des nationalistes côté républicain qui portent les mêmes symboles. Tout à fait. Alors le
les symboles, je prends l'exemple de la roue solaire, hein, par exemple, la croix celtique, par exemple, sont des symboles, d'abord, précisons les choses, sont des symboles qui vivent des milliers d'années, hein, qui n'ont absolument aucune paternité. Le nazisme n'a aucune paternité sur ces symboles, comme la swastika d'ailleurs. Même la symbole indo-européen. Voilà, la croix gammée est un symbole indo-européen qui malheureusement a été sali par son utilisation idéologique extrémiste pendant la guerre. Du coup, plus personne n'ose exhiber une swastika sous prétexte. Voilà, ça c'est malheureusement, on n'y peut rien, c'est comme ça. Si vous allez au Pen dans le Pays Basque, il y a beaucoup de tombes avec des croix gammées au-dessus, et pourtant c'est pas des nazis qui sont enterrés. Hein. Et je parle pas de l'Inde, où là c'est quasiment un symbole présent dans jusque dans les bazars, les commerces et les épiceries, vous avez des croix gammées sur les devantures des magasins. Donc on est sur des manipulations de symboles et aussi des attractivités que génèrent ces symboles. Alors les nationalistes, du coup je les divise en deux parties. Il y a ceux que j'appelle moi les conservateurs. Les conservateurs, ils vont aller du côté républicain. C'est-à-dire qu'eux, ils ont une analyse un peu plus élevée. Ils vont analyser l'histoire des idées, l'évolution des valeurs, et ils vont s'apercevoir que les valeurs de l'Europe, elles sont aujourd'hui défendues par le racisme, par la Russie. Et donc, eux, ils vont aller côté républicain. Et puis, vous avez les réactionnaires. Les réactionnaires qui, eux, s'arrêtent, je dirais, à la superficialité des symboles, des drapeaux, l'originalité. Les mecs, ils sont heureux, quoi. Voilà, vous leur mettez un uniforme, ça y est, ils sont heureux, ils vont agiter un drapeau, ils vont se tatouer une croix gammée sur l'épaule, et ils s'imaginent, recréer l'ordre nouveau. Sauf que non, ça, c'est les apparences, et ces gens-là, ils vont plonger comme des alouettes dans le miroir, ils vont partir là où il y a de la lumière qui correspond à une certaine idée qui sont dans leur tête. Mais c'est ça qu'on a du mal à concevoir, c'est-à-dire ces groupes nazis, là, ils sont quand même soutenus par une partie de la population ukrainienne. Il y a bien quand même des... Soutenus. Attendez, le plus intéressant est là. Ce sont des groupes néo-nazis, ouvertement néo-nazis. D'ailleurs, le Congrès américain a fait voter à l'unanimité une résolution qui n'est pas du tout applicable, et ils ont demandé à ce que les aides des États-Unis pour l'Ukraine soient réalisées, exception faite au bataillon Azov. C'est un vote au Congrès américain d'il y a 10 jours. C'est-à-dire qu'en fait, le Congrès américain, en effectuant ce vote, a reconnu en négatif la présence de néo-nazis au sein de l'armée ukrainienne. D'accord. Mais ça, c'est officiel. Le Congrès américain a dit l'idéologie véhiculée étant une idéologie néo-nazie et raciste, je reprends les termes du vote du Congrès américain. C'est pas souvent que je cite le Congrès américain pour appuyer mes propos. Pour une fois, faisons-le. Eh bien, ils ont dit hors de question que nous aidions Azov. Voilà. C'est déjà une preuve qu'il y a des néo-nazis, et la preuve n'est pas donnée par la propagande soviétique, russo-communiste ou je ne sais trop quoi de la République, c'est donné par les Américains eux-mêmes. Donc après, c'est rigolo. On a des gens comme M. Adinolfi, intellectuel que je respecte quand même par rapport à un discours qui a intérêt, mais qui arrive à faire le grand écart. Lui, il veut pas justement l'explosion du monde nationaliste. Alors il arrive à sortir des propos du style je soutiens Praï Sector, donc qui est le parti politique qui alimente en fait les combattants d'Azov, et je soutiens Vladimir Poutine. Voilà ce que j'appelle moi le grand écart. Ouais. On fait un grand écart au-dessus d'une zone en guerre, on se brûle les couilles, hein, excusez-moi l'expression. Mais bon, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que ces bataillons néo-nazis sont effectivement soutenus par la population ukrainienne, mais sont même financés par des milliardaires, des oligarques ukrainiens, dont un certain Kolomoïski. Oui, j'allais t'en parler, c'est marrant. Qui est un juif et qui a fondé le Parlement juif européen. Donc là, on est quand même sur, on parlait de grand écart, là on est quand même sur un truc hallucinant. Mais finalement, qui correspond à la logique états-unienne. Puisque si on regarde en Syrie, on a des puritains chrétiens aux États-Unis qui sont soutenus et qui soutiennent les islamistes intégristes qui ne jurent que leur destruction.
Oui, c'est complètement... Voilà, alors justement, on parlait de quel est le rôle de ces oligarques, comme on les a cités, il y a Pinchuk, Kolomoïski, Rabinovitch. Quel est leur rôle? Parce que, visiblement, c'est vrai qu'il y a une espèce de contradiction totale. Ce sont des oligarques juifs qui soutiennent des groupes nazis. Ouais. C'est complètement dingue, quand même. Non, mais je pense qu'on est sur une évolution du nazisme. Alors, effectivement, on a tendance à faire trop de simplisme. On pense nazi égale Shoah. Bon, ce qui est une réalité. On ne va pas nier, on ne va pas même discourir là-dessus, faire du révisionnisme, ou encore moins du négationnisme. Mais il ne faut pas oublier que le nazisme, c'est autre chose. Il y a ça, bien sûr, qui est une pierre d'angle et surtout quelque chose d'inadmissible. Mais le nazisme n'est pas que la Shoah. Je veux dire, Hitler n'a pas fondé son idéologie autour de l'extermination des Juifs. Il a fondé son idéologie aussi sur des suprémacismes idéologiques, sur des suprémacismes qui sont complètement en dehors d'un quelconque antisémitisme. Et je pense que, par exemple, concernant certaines politiques, y compris des politiques de l'État d'Israël, on peut parler de politiques entre guillemets nazies. Oui, d'ailleurs, il y a eu une conjonction. Hein. Les nazis étaient sionistes. Voilà, donc il y a des médailles frappées de la Slavitska et d'étoile de David. Et donc, enfin, pour moi, l'idéologie sioniste et l'idéologie nazie, moi je suis d'origine juive, pour moi c'est pareil. Donc, si pour moi c'est pareil... bah pour d'autres c'est pareil quoi. C'est Kolomoïski, ça le gêne pas, et les sionistes israéliens ça les gêne pas du tout quoi. C'est tout. Pas du tout. Il y a même des Israéliens qui soutiennent l'idéologie nazie. Ouais. Donc pourquoi on n'a pas de choses. Et puis il faut aussi voir une chose, c'est que la sémantique évolue. Prenons le mot fasciste. Alors le mot fasciste, il a trois définitions. Soit le fascisme représente une idéologie prôné en Italie par Mussolini et Static, soit le fascisme désigne tous les gens qui se sont associés aux forces de l'Axe, soit le fascisme désigne toute personne opposée à son idée politique. Donc, en France, on est très fort dans le fascisme. T'es pas d'accord avec moi, donc t'es un fasciste. Voilà. Le fascisme connaît différents. Il y a la définition médiatique, il y a la définition... Je t'ai jamais traité de fasciste. Non, ça va. Non. Il y a la définition populaire et ensuite il y a la définition idéologique. Pour le mot nazisme, je pense qu'on peut vivre également la même évolution, peut-être les mêmes déclinaisons sémantiques différentes. Il y a même la vision russe du fascisme qui est l'ennemi de la Grande Guerre patriotique, c'est tout. Tout à fait. Les Russes, en fait, ils utilisent le mot fasciste comme nous, on utilise le mot naziste, c'est-à-dire ils généralisent. Voilà. Font une généralisation, toutes les forces de l'Axe étaient des nazis et des fascistes. Voilà. Okay. Alors il y a une question aussi qui revient souvent, on me dit comment vous envisagez la paix ensuite, et il y a une question particulière, c'est est-ce que cette non-intervention russe ne pèsera pas plus tard, voilà, comme une, j'ai envie de dire, une pomme de discorde entre les futures autorités politiques ukrainiennes, j'imagine, et la Russie. Alors, un mot, si tu veux, les Novorossiens, les gens du Novorossie, commencent à un peu s'énerver de la non-intervention. Il y a eu une manifestation, paraît-il, tu peux nous en parler, peut-être Erwan, de gens qui, d'abord, ont réclamé une offensive des forces armées de Novorossiens, en avaient marre des bombardements, et que les Ukrainiens jouent là-dessus. Ils bombardent des civils pour que ces gens-là se retournent contre les Russes. Donc, je sais que d'une part, il y a des gens novorossiens qui commencent à se poser des questions du non-interventionnisme russe, mais également en Russie, puisque j'ai des contacts actuellement avec des Russes sur le pétrole et pas mal de choses, hein, on parle de ça, il y a des Russes qui se posent aussi des questions, ils disent « Ah non, c'est pas normal, pourquoi on les laisse hein ?» Voilà, qu'est-ce que t'en penses, Erwan? Moi, je pense que s'il y avait une intervention russe, le problème serait réglé en une semaine. Hein. Oui. Ah bah oui. Oui, c'est ça. J'avais lu l'intervention russe. Oui. Les moyens de l'armée russe aujourd'hui, avant même que les États-Unis
réagissent quand bien même ils voudraient réagir, parce que je ne suis même pas convaincu que les États-Unis soient prêts à une confrontation directe de leurs forces armées avec les armées russes en cas d'intervention. Alors que la Russie, actuellement, sa position, c'est d'attendre que l'Ukraine lui tombe dans la main comme un fruit mûr. Voilà. Et la Russie est dans une position défensive. Voilà. L'Ukraine, elle ne considère pas l'Ukraine comme partie de son territoire national. Donc, elle n'a pas l'intention, ni l'envie, elle en a les moyens, mais elle n'a pas l'intention de faire une intervention en Ukraine. Ouais. Autant la Crimée était une terre russe, a toujours été une terre russe, d'ailleurs même avec la constitution ukrainienne avant le Maïdan, l'armée russe était autorisée, les gens avaient la double nationalité, ça a toujours été une terre russe, ça faisait que depuis 1954 que la Crimée n'était plus en Russie. Hein, donc, sachant qu'en plus entre 54 et 89, 90, elle était en Union soviétique toujours, donc cette séparation n'était pas vraiment vécue concrètement par la population. Donc la Crimée est de toute façon une terre russe, et même les Américains à ce niveau-là, ils ont avalisé sans le dire, bien sûr, de facto. Si vous regardez Google, ça y est, hein, la Crimée, elle est intégrée à la Russie. Hein. Regardez Google Maps, Google, c'est bon, la Crimée, c'est plié. Donc, je pense pas que l'intervention russe dans le Donbass se fasse. Alors, bien sûr, beaucoup de gens ici la voudraient. Parce que ce sont des gens qui voient, c'est normal, leur souffrance aussi. Même moi, parfois, je me dis, mais putain, pourquoi l'aviation russe vient pas clouer toutes ces positions d'artillerie ukrainienne. Ils en auraient pour, une demi-journée. Hein. Ils sont à quelques dizaines de minutes de vol de leurs aérodromes. Ils ont assez de moyens technologiques pour clouer le bec à toute l'artillerie ukrainienne en une demi-journée. Pourquoi ils le font pas? Moi, des fois, vous savez, quand vous prenez des tirs sur la gueule, c'est vrai que vous aimeriez bien entendre bondir des Sukhoi 25, des MiG-29 au-dessus de vos têtes. Hein. Mais ça se fera pas parce qu'il y a des intérêts géopolitiques. Et on pèse à ceux qui souffrent ici, on pèse pas grand-chose par rapport à ces intérêts géopolitiques. Ça, on en a conscience. Maintenant, on sait très bien aussi que par notre résistance, on travaille avec et pour la Russie. Que cette Russie ne nous laissera pas tomber. C'est-à-dire que si demain, imaginons, le Donbass à son front craque, et Donetsk commence à être complètement pilonné par l'artillerie, et que là on a des milliers de morts en quelques jours, il est évident que là, la Russie interviendra. Évidemment. Tant que la situation est acceptable sur le plan des pertes, je pense que la Russie va retenir son bras. Parce qu'il y a eu une question aussi d'information comme quoi des villages justement frontaliers russes ont été bombardés aussi par l'artillerie ukrainienne. Alors, bien sûr, il y a eu des villages bombardés, mais ça c'est le... Alors là, est-ce que c'est volontaire? C'est très difficile. Ouais. C'est très difficile à dire. Pourquoi? Parce que d'abord la zone frontalière, c'est pas un mur de 10 mètres de haut qui est visible. On se souvient d'ailleurs, on parlait du MH17, on se souvient l'année dernière quand il y avait les fameux chaudrons et les combats le long de cette zone frontalière, on avait des unités qui traversaient la frontière sans le savoir. Alors il y a eu 17 parachutistes russes, si mes souvenirs sont bons, qui ont été faits prisonniers côté ukrainien. Alors ça, évidemment, ça a fait les gorges chaudes de toute la médiacratie occidentale. On oublie que de l'autre côté, on avait des centaines et des centaines de soldats qui traversaient volontairement ou involontairement la frontière et qui allaient en Russie. Donc c'était une frontière, voilà, c'est quand on se bat sur le terrain, on n'est pas toujours le nez sur une carte à regarder de quel côté de la frontière on est. Hein. Si pour échapper à un tir, on fait un bond de 500 mètres, ça y est, on se retrouve de l'autre côté. Donc il y a eu des tirs effectivement qui sont tombés côté ukrainien, côté russe, pardon. Sur des villages, il y a eu, je crois, 2 ou 3 morts, si mes souvenirs sont bons. Ça a été fait surtout du côté de Donetsk. Donc il y a 2 Donetsk. Il y a un Donetsk en Ukraine, là où je suis, et il y a un Donetsk en Russie, qui est plus sur le secteur de Lugansk. Et là, je sais qu'il y a 2 villages qui ont eu des bombardements parce que la frontière à cet endroit-là, elle n'est pas très linéaire. Elle est vraiment en zigzag.
elle fait un peu des méandres, la frontière. Et donc, du coup, c'est très, très compliqué pour l'artillerie de régler les tirs. Des fois, ils tiraient même par-dessus une zone frontalière pour rester sur leur territoire, mais les obus ne tombent pas toujours en deux. D'accord. On me dit, alors il y a pas mal de gens qui te soutiennent, et on me dit aussi, Monsieur Castel doit nous revenir en un seul morceau, on aura besoin de lui pour renverser le gouvernement Tartuffe de la France. Et il y a des gens aussi qui demandent comment pouvoir t'envoyer des colis pour t'aider. Ah, ouais, ben là, il faut me contacter. Alors, il y a un groupe que j'ai monté il y a presque 1 an et demi maintenant, qui s'appelle Soutien à la rébellion du Donbass. C'est un groupe Facebook sur lequel, notamment avec Alain, Svetlana, et de nombreux autres, je ne peux pas tous les nommer parce que de plus en plus de gens participent, sans vouloir me vanter, parce que c'est plus mon groupe aujourd'hui. Si j'en ai été l'initiateur, ce groupe appartient maintenant à une bonne 50aine de personnes qui l'animent quotidiennement. Je pense que c'est un des groupes qui a la plus grosse activité sur le sujet. La moindre publication fait l'objet d'une dizaine de commentaires à chaque fois. Et 10 000 personnes bientôt sur ce groupe. Et donc vous pouvez me contacter en message personnel par cet intermédiaire. D'accord. Je vous donne à ce moment-là d'autres coordonnées et puis des renseignements plus précis. Eh ben le message est passé. Eh ben merci beaucoup Erwan d'avoir participé à l'émission. Merci. Je suis à votre disposition et puis si jamais il y a un événement particulier important, je me permettrai de vous appeler pour. Il faut souligner l'intérêt et l'importance de la communication dans ce domaine et pour contrer la journaloperie habituelle. Habituelle, ouais. Voilà. C'est clair que sans Internet, on peut pas expliquer ce pourquoi on est là. Donc nous on essaye modestement ici d'apporter un soutien de l'Occident au peuple du Donbass. Je pense que la prochaine théorie politique qui va naître au début de ce XXIe siècle, ce sera une théorie politique axée sur la reconnaissance des peuples et surtout qu'on fasse table rase de toutes les idéologies, de toutes les frontières artificielles qui ont été faites au gré des guerres inhumaines du passé et qu'on revienne sur une définition de l'Europe au sans drapeau, comme disait Yann Fouret, où chaque peuple est reconnu et respecté dans ses caractéristiques et ses identités. Luttons pour un monde multipolaire et refusons celui des Américains qui essayent d'imposer via les gouvernements, l'Union européenne, les technocrates qui essayent de gouverner nos présidences. Redonnons en fait le pouvoir au peuple et pour le peuple. Très bien. Eh ben merci beaucoup Erwan. Merci. Voilà. Merci. Au revoir. Merci. Bonne chance. Ouais. Beaucoup de courage. Oui. À bientôt. Au revoir. Salut. À bientôt. Au revoir. Eh ben voilà, écoute, on était très contents d'avoir Erwan avec sympa. nous en direct du Donbass. C'est exceptionnel, c'était prévu déjà depuis. C'était prévu, mais t'étais malade. Oui, toi, je n'ai pas pu. Il était malade. Tu vois, en tout cas, ça s'est fait, donc c'était reporté. Et alors t'étais malade, mais t'as eu une rétroaction. T'as appelé. Voilà. Rappelle-toi la dernière mission. Alors juste un mot avant que quelqu'un. Faire. Lors de ma dernière intervention, quand j'ai expliqué la partie la plus compliquée sur l'entropie et l'enthalpie, on a eu malheureusement un décalage d'image. C'est-à-dire que nous, tous les deux, on avait la bonne image, on discutait sur la bonne image, et puis vous aviez une image qui ne correspondait pas. Donc c'est normal que il y en a qui n'ont pas compris. À comprendre. Il y en a qui n'ont pas compris. Ce que j'ai fait, j'ai remis une explication sur ma page Facebook, mais j'ai refait un article sur mon blog pour mieux expliquer ça. Donc ceux qui voudront avoir des explications plus compréhensibles pourront se reporter à ça. Mais s'ils n'ont pas compris, c'est pas de leur faute. D'accord. Bon, voilà. Ok. Au moins le message est passé. Et puis dans un autre registre aussi, un petit peu plus, on va dire, un petit peu moins enjouillé, c'est le décès de Corinne Gouget. Vous en avez tous certainement entendu parler. On a vu pas mal d'infos sur Internet. Alors
les choses qui paraissent un peu troubles comme ça, mais semble-t-il donc voilà, décédé dans des circonstances assez tragiques. Donc on tenait à faire comment dire, à présenter toutes nos condoléances à sa famille, évidemment, et à ses proches. Voilà, c'était quelqu'un que nous on avait reçu ici plusieurs fois, et voilà quoi. C'est toujours triste d'apprendre des nouvelles comme ça. Donc, en tout cas, merci à la régie, merci Steph et DJ Premier, merci aux métanotes connectés, Émilie, Ozo, Sunzu, Koubis, Couscous Clan, Patatrac, Franche de Brie, Lancer Franc, La Révolte, Désir Art, GG, Ozos, Gen 93, Le Ronin, Wildman, ils sont connus à Peck, Manu, Sefi, Mick 35, Joe et Gullian, La Chaudière Landru, je sais pas si c'est nouveau encore, voilà, Joe et Gillian, Autonomie, voilà, les modérateurs, les Rénus, La Révolte des Sages, bien sûr. Et puis, vous savez très bien une chose, c'est que si vous étiez là ce soir et que vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, ciao, ciao.